On est de retour de la pause. On va continuer donc cette émission. Nous étions en train d'évoquer donc la question du Conseil de sécurité des Nations Unies où l'Afrique réclame 2 places permanentes avec droit de veto. Toujours avec mes 2 invités, Paul Amegakpo et Constant Lemou. Paul Amegakpo, avant la pause, vous aviez la parole. Et donc, on était donc sur la question de savoir si l'Afrique a des défenseurs sur ce dossier. C'est là où je disais qu'il est très difficile de pouvoir prédire ceux qui soutiendront l'Afrique, même si l'Afrique en elle-même représente une force en termes numériques. Cependant, au niveau du vote par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui requiert les 2 tiers, il va falloir s'assurer que l'Afrique pourrait mobiliser les 2 tiers et la grande responsabilité reviendrait aux 5 membres permanents qui ont droit de veto. Et sur ce plan, il est difficile de prédire la bonne foi de ces puissances détentrices du droit de veto à pouvoir octroyer un siège permanent assorti de droit de veto pour l'Afrique. Et donc, pour nous, c'est un peloton qui prendrait du temps. Il va falloir que la pression diplomatique continue et que l'Afrique considère cette perspective comme un chantier important qui mobilise le soutien de tous les peuples et de toutes les structures politiques et diplomatiques au niveau de l'Afrique pour que ce rêve devienne réalité pour le bien-être de l'humanité et surtout pour la sécurité de l'Afrique. Mais est-ce que les 5 États permanents du Conseil de sécurité qu'on connaît aujourd'hui peuvent continuer pendant longtemps encore à faire semblant d'ignorer un continent qui est fort de 54 pays et 1 milliard d'âmes, tout de même? Oui, effectivement, par rapport au numérique, le nombre de pays, la population, ce sont des facteurs très importants qui devraient rapidement influencer. Sauf que pendant longtemps, ces facteurs ne disaient rien à personne. Mais aujourd'hui, la nouvelle configuration va obliger les 5 puissances à faire la cour, à faire les yeux doux à l'Afrique. Parce que l'éveil africain aujourd'hui leur impose une autre vision de la chose. Nous évoluons aujourd'hui vers un véritable partenariat entre les pays africains et les puissances occidentales. Ne serait-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, notamment avec l'AES, le Sahel, tout l'enjeu et les renversements de rôle qui sont en train de s'observer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un pays digne de ce nom, des dirigeants responsables, ne vont pas faire des clins d'œil vers ces mutations qui s'imposent aujourd'hui. Parce que le monde est devenant de plus en plus une planète, un village planétaire. Je pense que la Chine, qui est un membre permanent avec droit de veto, la Russie, pareil, la France affaiblie, seront obligés de faire les yeux doux à l'Afrique. Donc, accorder... Ça devient un facteur de négociation pour l'Afrique. Ça devient une force de négociation en faveur des pays africains. Ça, je suis optimiste de ce point de vue. Le grand problème sera le choix du pays africain qui devra siéger. Soit 2 ou 1, je ne sais pas. C'est ce choix qui sera difficile parce que, évidemment, les pays africains, les dirigeants ne s'entendent pas sur ce qui constitue l'intérêt de l'Afrique. C'est à ce niveau que le problème va se poser. Et encore, on risque de choisir un pays avec un pantin à la tête qui va toujours faire le jeu des puissances occidentales. Et finalement, l'Afrique, l'objectif poursuivi risque de ne pas être atteint. Je crains beaucoup plus à une difficulté interne à l'Afrique qu'à une réticence des membres actuels du Conseil de sécurité qui se dénoncent mutuellement. Les orientaux, je veux dire, le monde, le bloc de l'Est, avec la Russie, avec la Chine, dénoncent le comportement des Occidentaux, et je parie que
que ça soit dans le camp occidental ou que dans le camp oriental et de l'Est, je pense que la tendance est favorable quand même à cette réussite, que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité de façon permanente avec droit de veto. Nous l'avons déjà dit, il faudrait aussi faire un clin d'œil à l'Amérique du Sud, c'est très important. C'est très important, et les nouvelles puissances montantes du côté de l'Asie, notamment la Chine et autres, il faudrait, l'Inde plutôt. Si nous devons assister à une refonte des tests de l'ONU, la Charte des Nations Unies, les tests du Conseil de sécurité, je pense qu'il faut aller au-delà d'une simple désignation d'un représentant d'un continent, mais il faudrait redéfinir la carte mondiale, et redéfinir les nouveaux rôles. Il faut une redistribution des cartes pour s'assurer du maintien de la paix, avec des membres non permanents, avec droit de veto. De sorte que, avec un mandat de 5 ans, pourquoi pas, un mandat de 5 ans ou 2 ans, eh bien, chaque membre sera obligé de défendre la cause de la paix dans le monde. D'accord. On comprend que c'est quand même une bataille pour l'Afrique, je veux dire, parce que c'est l'Afrique qui nous intéresse, qui risque d'être longue. Oui, ça risque d'être long, mais ce qu'il faut noter, c'est très important. On a parlé de l'aspect numérique du nombre. En termes de nombre de pays et également de la population. Nous représentons à peu près 1/5 de la population mondiale, plus ou moins 18%. Et ce qu'il faut également souligner, c'est que le PIB africain est le même, presque le PIB de la Russie, qui est membre permanent avec droit de veto, et le PIB français. Nous sommes tous autour d'à peu près 2,5, 2,8 000 milliards de dollars. Et donc, sur ce plan, l'Afrique pèse également sur le plan économique. Nous avons des puissances régionales, des puissances économiques régionales en Afrique. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Éthiopie, le Maroc, même l'Angola. Donc nous avons des pays qui représentent et qui pèsent beaucoup dans le commerce international. Et donc lorsque nous prenons l'Afrique comme un continent, l'Afrique pèse également sur le plan économique parce que son PIB n'a rien à envier au PIB de la Russie ni au PIB de la France. Le troisième sujet, nous restons toujours du côté de l'ONU. Cette fois, c'est l'Alliance des États du Sahel. On sait qu'à chaque session de l'Assemblée générale des Nations unies, les États viennent pour prononcer des discours. Et les discours, quelques discours très attendus, c'était les discours du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les représentants de ces États se sont exprimés. Et le dénominateur commun de leur discours, c'est de demander le respect de la souveraineté dans ces différents pays. Ces 3 pays qui sont en rupture de banc avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont créé il y a 1 an l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, entendent mieux se faire respecter. Constant Lemoine, est-ce qu'on n'est pas ici dans ce que disait ce penseur? Le tigre ne va pas aller clamer sa tigritude. Il faut faire des choses pour faire respecter sa souveraineté. Oui, on a tendance à vérifier cela. J'ai toujours pensé, l'Africain dit trop vite ce qu'il a l'intention de faire, si bien que les plus malins anticipent et remettent en cause cette lutte ou bien ce combat qui devrait mener l'Afrique vers ça, ou les pays africains vers leur souveraineté. Mais, compte tenu du contexte actuel, ces déclarations ont leur raison d'être. Ce ne sont que des réaffirmations de ce qui a été déjà dit à la 118e session. C'est une répétition, une confirmation de l'engagement de ces pays africains qui ne demandent qu'à être respectés en tant que pays souverain. Je pense que c'est la pomme de discorde entre ces pays du Sahel et l'ancienne puissance qui a de la peine à libérer, à lâcher prise. Mais, tant bien que mal, on finira par
cette puissance finira par lâcher prise parce que cet engagement des pays concernés est sans retour. Même si aujourd'hui les dirigeants militaires cédaient le pouvoir à des civils, je pense que cet engagement est irréversible. On pourra réussir à mettre un pantin à la solde de la puissance occidentale. La population ne va pas se laisser faire parce que cet engagement est irréversible. Bien, les intervenants sahéliens donc ont réaffirmé leur souhait et leur engagement à défendre leur souveraineté, leur souhait que les puissances qui ont toujours joué au paternalisme avec les États africains arrêtent ce jeu parce que les données ont profondément changé. Il revient à ces puissances de réexaminer leur position et de redéfinir s'ils veulent entretenir ces États, ces puissances, si elles veulent continuer des relations de partenariat avec les pays africains. Je pense que c'est vrai, les 3 pays du Sahel sont en exergue, mais en douce, d'autres pays sont en train de chercher à revoir, à revisiter leurs relations avec ces anciennes puissances et reconquérir progressivement leur souveraineté. Et je pense que aucun État, aucun pays occidental, aucune puissance ne peut rester aveugle. Nous avons assisté à l'attitude des États-Unis au Sahel. Les Américains qui pensaient venir donner des injonctions avec la présence militaire, pensant succéder à la France dans le même rôle, le Niger a tout simplement demandé à l'armée américaine de quitter. Et ça, ce sont des actes forts qui devraient être emboîtés par les autres pays africains. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas toujours la manière forte, ce n'est pas toujours la manière militaire qui peut résoudre le problème, mais de façon diplomatique et de façon ferme. Les dirigeants devraient progressivement revisiter les relations entre les puissances occidentales et nos pays africains pour rééquilibrer les relations de partenariat. Cet appel au respect de la souveraineté de la part de ces pays, est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, nous ne voulons plus d'ingérence dans nos affaires? J'aborde cette question avec assez de circonspection parce que c'est une question assez délicate actuellement. Et pour l'histoire, il est important de mettre l'accent sur certains leviers qui permettront à l'opinion publique de comprendre ce qu'il se joue. La souveraineté, c'est quelque chose de fondamental. Elle appelle à l'autodétermination de chaque nation à travers son territoire internationalement reconnu, son peuple, sa culture et son organisation politique à pouvoir défendre ses intérêts et à collaborer avec d'autres peuples, d'autres nations de par le monde sur la base d'égalité. C'est pour ça que le principe d'égalité de souveraineté est un principe sacro-saint que toutes les nations connaissent parce que, heureusement, nous formons des diplomates. Nous avons formé suffisamment de diplomates en Afrique et il y en a pour chaque pays des diplomates chevronnés. Mais pourquoi le problème de souveraineté se pose encore dans nos pays en Afrique? Il faut remarquer que historiquement, nous avons du mal à comprendre la portée des engagements que nous prenons à travers des accords, à travers des traités internationaux et à travers des lois que nous adoptons chez nous. Lorsque Nachigal signait un acte avec le roi Mlapa III, qu'on appelait acte de protectorat, certainement Mlapa III ne savait pas qu'en posant sa plume sur cet acte, il confiait tout un territoire de la côte aux savanes à l'Allemagne. Il ne le savait pas. Il n'a pas cherché à comprendre la portée de son acte. De toutes les manières, pour lui, c'est un acte banal.
Or, ça a été l'acte fondateur de la colonisation du Togo. Et c'est la même chose pour beaucoup de pays. Il y a eu toujours un acte qui a été signé, même si les explorateurs ont posé des drapeaux ici et là, ça passe toujours par un acte signé par un dignitaire d'une société, d'une communauté ou d'une nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos pays avaient signé des accords avec les puissances étrangères. Comme ça se passe partout. La France et les États-Unis, l'Allemagne et les États-Unis ont des accords. La Chine et autres, ils ont des accords sur plusieurs plans. Des accords commerciaux, des accords sécuritaires, de diplomatie et de bon voisinage. L'Afrique en a signé aussi. Lorsqu'il faut mettre en œuvre ces accords, on a l'impression que les Africains ne défendent pas nécessairement les intérêts supérieurs de l'Afrique. Et c'est ce qui s'était passé au niveau du Niger, du Burkina et même du Mali, où il y a des accords de sécurité et de défense qui ont été signés et qui donnaient l'autorisation à certaines puissances militaires d'être présents sur le territoire pour apporter secours et assistance aux armées nationales, pour les former, pour les accompagner. Et c'était fait en bonne intention, même si il y a quand même la position de dominant et dominé dans cela, et qui est intolérable aujourd'hui pour la jeunesse africaine. C'est une réalité. Et donc, pour dénoncer ces accords, il faudrait juste que nos États soient conscients que certains accords mettent à mal ou portent atteinte à notre souveraineté. Et cela pourrait être fait, pas seulement par les juntes, parce qu'eux, ils le font de manière unilatérale, de manière martiale, mais ça pourrait être fait par des instruments démocratiques. Le débat peut être porté au niveau de la société civile, des partis politiques, remonter au niveau de nos assemblées nationales, et certains accords et traités qui ne protègent pas nos intérêts pourraient être désavoués. Et donc, l'élan qui est donné au niveau de l'AOS, c'est un élan à applaudir, mais il faut dire que ce n'est pas l'AES qui est le seul cadre qui devrait permettre d'engager la souveraineté de nos États et de penser prioritairement aux intérêts à la fois économiques, sécuritaires et autres formes d'intérêts de nos peuples. Et donc pour nous, ce sont des signaux qui ont été donnés, même si nous regrettons le cadre dans lequel c'était fait. Je vais vous donner encore un exemple historique au niveau du Mali. Vous savez pourquoi le coup d'État au Mali avait été facile? Disons que c'est le Mali qui a été la porte d'entrée de la déstabilisation des institutions démocratiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le premier, ce fut en 2012. En 2012, lorsque le colonel Sanogo, voilà, avait fait le coup, c'était un capitaine. On l'avait contraint à renoncer au pouvoir. Qu'est-ce que Ibeka a fait? Ibeka a signé un deal avec Sanogo pour avoir le soutien et accéder au pouvoir. Lorsqu'Ibeka a cédé au pouvoir, quelle est l'erreur monumentale qu'il a commise? Il a passé Sanogo de capitaine à général de corps d'armée. Ouais, général 4 étoiles. 4 étoiles de corps d'armée. Ça ne se fait pas. Lorsque le procès contre Sanogo s'était ouvert en 2015, il a ralenti tout le processus jusqu'en vers 2019 pour adopter une loi dite loi d'entente nationale. Et cette loi n'est qu'une amnistie pour tous les auteurs de crimes militaires et autres d'atrocités au niveau du pays, pour protéger son fauteuil présidentiel uniquement, sans tenir compte des enjeux démocratiques, le respect des droits de l'homme, la protection des institutions. Alors, les forces armées se sont senties à la fois humiliées par ce processus, parce que les bérets rouges étaient des corps d'élite. Et Sanogo avait tué des dizaines de bérets rouges. C'est ce qui faisait d'ailleurs l'objet de son procès. Alors on a senti que si on protégeait Sanogo et on le fait passer de capitaine à général, le coup d'État alors pourrait être salutaire. Ça peut être une
promotion pour les corps habillés lorsqu'ils réussissent à faire le coup d'État. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a eu la crise autour des législatives en 2019, l'armée s'est invitée parce que c'était associé également à la grogne sociale avec le mouvement M23 et de l'imam Diko. Et du coup, l'armée a pris le pouvoir. Et donc, disons que ce n'est pas un contest pour assurer la souveraineté du Mali, pour défendre les droits fondamentaux des Maliens, mais c'est un contest opportuniste. C'est pour ça que je reviens à la nécessité qu'on repense froidement à la dynamique en cours au niveau de la sous-région et de considérer que tout le regard que nous projetons sur l'Occident, sur les puissances étrangères, la compréhension du panafricanisme, la fierté panafricaine et tout le reste pourrait se jouer également dans un cadre démocratique où les institutions doivent jouer leur rôle, être regardant sur les tests que nous signons, que nos dirigeants signent, que les différents accords passent au niveau de l'Assemblée et sa complaisance avant la ratification, que l'Assemblée s'assure que le peuple adhère à ces tests ou le peuple peut exiger que les tests ne soient pas ratifiés. Et donc c'est seulement par ce biais que nous pourrons réussir le combat qui est assez ostentatoire actuellement au niveau de l'AES et comme je l'affirme encore, qui devrait être le rôle dévolu aux institutions démocratiques. Mais j'ai envie de dire, enfin, on entend ce que vous dites, mais pour ces pays qu'on connaît aussi, avec tout ce qui s'y passe, certains disent appeler au respect de la souveraineté, c'est dire aussi que laissez-nous faire ce que nous voulons. Et ça ne se passe pas dans un monde globalisé, comme vous le présentiez tout à l'heure. Alors, laissez-nous faire ce que nous voulons. Oui, mais qui devrait venir dire ce qu'on a à faire? Qui devrait dire à un autre pays? La communauté internationale a un rôle à jouer. Justement, nous sommes arrivés à un aboutissement de la conduite du monde par la communauté internationale. C'est ce à quoi nous avons abouti. Lorsque nous prenons les États comme le nôtre, sous l'influence française, le système démocratie n'a pas été discuté. Il a été imposé. Après l'imposition des coups d'État au lendemain des indépendances. Et même avec le système démocratique, entre guillemets, c'est la France qui choisit qui doit être président. Si je ne me trompe, vous pouvez me démontrer le contraire. Et tous les hommes politiques sont pratiquement des préfabriqués français. De sorte que, lorsqu'il y a par exemple élection dans un pays, et qu'on proclame les résultats, lorsque ça satisfait à la France reçoit l'élu et désormais l'élection est validée. Dans le cas contraire, aussi longtemps que l'élu n'est pas reçu par la France, c'est qu'il y a contestation. Que ce soit la tendance politique au pouvoir ou de l'opposition, tout le monde ne jure que par la France. Mais depuis la nouvelle situation au Sahel, dites-moi dans quel pays vous avez encore entendu les hommes politiques, surtout de l'opposition, appeler l'intervention de la France pour régler un problème politique intérieur. En tout cas, dans notre pays, je n'en ai plus entendu. Mais avant cela, jusqu'à la dernière crise de 2017 jusqu'aux élections de 2020 et un peu après, on ne jure que par la France, que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Alors, qu'on ne nous laisse pas faire ce que nous voulons, c'est se soumettre encore et toujours et de façon plus ou moins définitive, comme le disait Thomas Sankara, devenir des esclaves tout le temps à la solde
des puissances occidentales. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons qu'on imagine ailleurs ce qui nous convient? C'est à nous de choisir. Je suis parfaitement d'accord que les tests qui doivent être entérinés, ou du moins qui doivent être ratifiés, que la population, à travers ses représentants, disent oui ou non. Je suis parfaitement d'accord. Dans les principes, c'est ça. Mais nous savons aussi que dans les pays francophones, c'est le pouvoir français qui dit telle personne a tel poste ministériel. Avant que les tests ne soient préparés d'ailleurs, est-ce que ce sont nos autorités qui les préparent? La plupart du temps, non. Idriss Déby a montré l'exemple. Déby père. Déby père. La constitution qui le maintenait au pouvoir n'a pas été élaborée par les Tchadiens. Elle a été déportée et imposée malgré la réticence de Déby père. Ça s'est passé ainsi dans presque tous les pays d'Afrique francophone. Dans les pays anglophones, ça se fait beaucoup plus en douce, avec beaucoup plus de gants. Ce n'est pas aussi frontal. Ce n'est pas une intervention à visage découvert de la France. Ce n'est pas moi qui ai dit récemment, c'est le Français, le proche collaborateur de Sarkozy, Robert Bourgi, qui a révélé le jeu de la France. Les Africains peuvent beau voter, c'est la France qui décide de celui qui doit être proclamé président. Et nous savons le résultat que cela a entraîné. S'il y a eu moins de morts au Gabon, c'est plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous avons vécu ensemble. C'est ça le problème majeur et le premier coup d'État au Mali dont vous avez parlé. Allez-y rapidement. Est-ce que on avait besoin d'un coup d'État de Sanogo? ATT était à 2 ou 3 mois de la fin de son mandat. Il fallait passer aux élections. Pourquoi Sanogo avait besoin de faire un coup d'État? Pourquoi faire? Mais c'est que les enjeux étaient tels qu'il fallait perturber le processus normal pour créer la situation de l'Azawad, pour créer la situation de l'insécurité avec l'avancée des rebelles, la naissance des terrorismes, le déferlement des terrorismes depuis la Libye. Ouais. C'était un plan savamment pensé. D'accord. Donc, vous comprenez aujourd'hui cette volonté affichée par ces États d'appeler au respect de leur souveraineté, mais en même temps, la méthode, parce qu'aujourd'hui, on prend le Niger, le Mali, le Burkina, on veut sortir de la CEDEAO, on demande à la France de partir, on demande aux États-Unis de partir. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour faire respecter cette souveraineté qu'on revendique? Ce n'est pas du tout la meilleure méthode, ce n'est pas viable, soyons sincères avec nous. Le monde global est basé sur la coopération internationale et sur la solidarité internationale. La preuve, même dans ces pays, ils font recours à d'autres pays, je ne dirais pas à d'autres puissances. À la Russie notamment, à la Chine, Turquie et autres, parce que aucun pays ne pourrait vivre à vase clos. Et donc la solidarité internationale doit désormais changer de paradigme. Je pense que c'est le message que l'Afrique envoie. Ce n'est pas seulement l'AES qui envoie ce message. Les militaires dans ces pays ont le mérite d'avoir le courage de briser le plafond de verre. Cependant, c'est une réalité que vivent tous les pays africains. Il faudrait donc que les régimes démocratiques prennent le pas sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'AES pour poser le problème sur le plan démocratique et de manière moins complexée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un complexe d'infériorité qui se tisse en toile de fond au niveau des pays de l'AES. Sinon, demain, ces pays iront vers les États-Unis, iront vers la France. Je voudrais également souligner quelque chose. L'échec personnel de la France.
Parce que lorsque nous évoquons la réalité, la nouvelle dynamique au niveau de l'Afrique francophone surtout, on le voit dans la perspective des pays africains, mais le mal incombe beaucoup plus à la France elle-même, qui a littéralement échoué. Disons que la politique d'assimilation de la France, depuis les indépendances dans les années 60, est un échec. Le Commonwealth est plus résilient. Le Commonwealth soutient une coopération beaucoup plus gagnant-gagnant. Et c'est plus viable. Et donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de savoir quelle forme de coopération internationale nos pays africains devraient adopter. Et je pense que nous devons nous inspirer du Commonwealth et nous inspirer également d'autres formats, par exemple inventés par la Chine et même la Turquie, où il y a beaucoup plus le respect de la souveraineté des États, où les problématiques économiques, sociales et environnementales sont posées sans complexe de supériorité ni d'infériorité. Et donc, c'est globalement le paradigme de la gouvernance internationale, de la coopération internationale et de la solidarité dans les relations internationales qui change à partir de ce 21e siècle. D'accord. Rapidement, on passe au dernier sujet. Le fait de chasser les armées occidentales du Sahel n'était pas la bonne chose. Les coups d'État, ce n'était pas la bonne chose. Mais c'était le passage obligé. Quelqu'un dirait, lorsqu'on se noie, on n'a pas peur de se saisir de la queue du serpent pour tenter le sauvetage. Nous sommes parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, aucun pays faible comme les nôtres, comme les pays africains, ne peut émerger, ne peut chercher sa souveraineté, son autodétermination, sans s'accrocher à un maître qui veut bien l'accompagner dans ce sens-là. Vous l'avez bien dit, il a fallu quitter les puissances occidentales, mais il a fallu collaborer avec d'autres puissances militaires qui viennent au secours pour protéger ces nouveaux pouvoirs qui cherchent à restaurer la souveraineté de ces États-là. C'est un passage obligé, ce n'est pas le meilleur choix, ça c'est évident. Mais c'était la décision qu'il fallait prendre. Voyez comment la diplomate américaine a débarqué avec sa délégation au Niger pour imposer ce que le Niger avait à faire. Il n'y avait pas d'autre solution que de leur dire quittez. Si c'est de cette façon que vous voulez collaborer avec nous, si c'est pour nous imposer ce que vous voulez faire, eh bien nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Oui, et ils sont obligés de partir. S'il vous plaît, je voudrais juste apporter une clarification. J'ai travaillé un peu avec les Américains, en tout cas dans une organisation américaine, et je pourrais dire que si les Américains ont débarqué comme ça, c'est sur la base des tests, des accords qui existent entre les Américains et les Nigériens. Peut-être le régime actuel désavoue ces accords, ce qui pourrait être compréhensible. Justement, ces accords ont été élaborés par qui? Oui, si qui a élaboré ces accords et que tout le monde a signé. Si ces accords permettent à la base qui est mission de débarquer au Niger, puisqu'il y a le territoire américain au Niger, à travers l'ambassade. Donc, ils peuvent débarquer et organiser depuis leur territoire au Niger, qui est l'ambassade américaine au Niger, la raconte ou tout ce qu'ils devraient déployer. Donc, ils ne sont pas encore dans un temps donné. Et donc, je voudrais que c'est pour ça que je parlais de la compréhension des tests que nous signons. L'avenir de l'Afrique tienne à une impérieuse nécessité du respect des engagements, du respect des tests qu'on se donne librement. Et au niveau de l'AES, ce que je crains aujourd'hui, c'est le manque de respect des engagements au niveau des leaders de la transition. D'abord sur la charte de leur transition, sur la durée de la transition et sur d'autres formes d'engagement qu'eux-mêmes se sont pris. Ibeka, par exemple, il fête ses 2 ans au pouvoir au niveau du Ibrahim Traoré. Je dis Ibeka. Ibrahim Traoré célèbre bientôt ses 2 ans au pouvoir. Mais vous l'avez très bien écouté, puisqu'il s'exprime très bien. À sa prise du pouvoir, il avait dit « Je ferai moins de 18 mois ». La transition ne dépasserait pas 18 mois.
je mettrai fin à l'insécurité et j'organiserai des élections et je partirai. Il a répété plusieurs fois. Mais quelques mois après, il a dit, mais les élections ne sont même pas au rendez-vous. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et donc, dans ce contexte, les vieux démons reviendront. Nous devons apprendre à respecter les tests et le monde nous respectera. Et si nous respectons les tests dans un cadre qui est beaucoup plus consensuel, qui est beaucoup plus démocratique et ouvert, on assurera la stabilité, on aura la légitimité et la confiance du peuple et on pourrait faire face au monde, à l'intimidation du monde et aux différentes menaces extérieures. Monsieur, permettez qu'on aborde... Permettez qu'on aborde le dernier sujet, on n'a que 10 minutes pour le faire, avec cette question. Quel avenir politique pour au niveau de l'opposition au Togo sans un véritable leadership? C'est la question qu'on va poser, d'abord à Paul Amegapo. Quand on regarde aujourd'hui le paysage politique togolais, après les élections qu'il y a eu, surtout après la modification de la Constitution, du côté de l'opposition, on n'a pas l'impression de voir une nouvelle figure de l'opposition. C'est la vieille classe qui est là, les vieilles recettes qui sont ressassées. On a l'impression d'une opposition moribonde. Oui, parce que malheureusement, la politique est conçue au Togo, et pas seulement au Togo, mais dans beaucoup de pays africains où la démocratie est encore embryonnaire, comme une confrontation entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dans l'opposition. Nous avions réalisé une étude récemment qui nous a permis d'abord de fixer qu'au Togo, contrairement à ce qui a été toujours dit, il n'y a pas une centaine de partis politiques. Même si c'est sur le papier, dans la réalité, les partis politiques qui sont encore actifs, qui ont une existence pratique, ne dépassent pas 30. Et donc, au sortir de ces élections législatives et l'adoption de la nouvelle constitution, nous avons remarqué que le front politique est figé. Et c'est de bonne guerre. Récemment, il y a le CPC, le cadre permanent de concertation, qui est réactivé, mais qui part déjà avec une faiblesse, qui est laquelle? Lors du processus de révision totale de la Constitution, que d'aucuns qualifient de changement constitutionnel, force est de constater que ce CPC n'a pas été associé à la démarche. Et donc, le CPC avait été mis en quarantaine durant ce processus et remis au goût du jour pour assurer la transition vers l'effectivité de la Ve République. Dans ce jeu, ce que nous pourrons tirer, c'est que il est important de redéfinir le paradigme politique. Je répète encore le mot, le paradigme politique. Parce qu'on a toujours fait les choses de la même manière depuis 90 jusqu'à présent et ça n'a pas fonctionné. En disant qu'il faut un temps pour un groupe ou une entité de gouverner, en ce moment les autres sont dans une opposition farouche en attendant leur tour. Dans notre jeune démocratie pour le Togo, et je le dis par rapport aux différentes expériences que j'ai eues ici et ailleurs, il est important d'aller dans une approche beaucoup plus collaborative. Nous avons besoin pour tous les citoyens qui sont engagés politiquement, quel que soit leur parti d'appartenance, de faire l'expérience de la gouvernance de l'État. Et cela passe par la possibilité pour leur formation politique de pouvoir participer au gouvernement ou à l'administration publique, soit au niveau local, décentralisé ou déconcentré, soit au niveau national. Nous avons vu dans l'histoire, à la signature de l'APG en 2006, il y a eu un gouvernement d'union nationale. Moi, je connaissais beaucoup de jeunes leaders politiques à l'époque qui étaient membres du CAR, du CDPA et autres partis qui ont vu leurs leaders participer au gouvernement, qui ont été nommés dans l'administration, aux affaires étrangères, aux mines, à l'agriculture, à la primature et qui sont restés jusqu'aujourd'hui. Et qui apprennent, à part leur motivation et leur militantisme politique, ils ont acquis l'expérience de la gestion des affaires publiques. Maintenant, quelle raison
oblige les partis politiques, donc la trentaine que nous avons, de se mettre dans une position d'opposition farouche au régime qui est au pouvoir. Je pense qu'il doit avoir le temps de diriger, le temps pour diriger, c'est-à-dire 3 temps. Il doit avoir le temps pour diriger le pays, le temps pour compétir aux élections et le temps pour aller dans les dialogues, pour savoir quel positionnement il faut faire pour la cartographie politique afin que chaque formation politique, quelle que soit sa force, par rapport à ses expériences, participe à la gouvernance du pays. Et donc nous sommes là. Aujourd'hui, le CPC doit être ce tremplin. Donc un temps pour discuter et pour voir comment est-ce que les autres formations politiques peuvent proposer peut faire une offre politique au régime en place afin que cette dernier participe à la gouvernance du pays et lorsque nous allons tendre dans 5-6 ans vers les élections, ils peuvent se mettre encore à rang de bataille, aller vers le peuple, compétir et après les élections, en fonction des résultats des urnes, on revient donc encore au temps de discussion pour faire en sorte que le pays soit gouverné sur la base de consensus et non de confrontation. Mais quand vous regardez l'opposition, celle qu'on a actuellement, qui aujourd'hui se cherche, on a une sorte d'organisation qui s'oppose à la nouvelle constitution qui a été adoptée. Il y a une partie de l'opposition qui participe aux travaux du CPC. Finalement, on a beaucoup de mal quand on regarde à se définir une véritable opposition aujourd'hui. Je pense que l'ensemble de la classe politique togolaise est à repenser. Et ce n'est pas parce que le parti au pouvoir a une écrasante majorité à l'Assemblée nationale qui peut tout se permettre que la vie devrait être ainsi, la vie politique. Aujourd'hui, on se rend compte, comme vous l'avez dit, quelle que soit l'initiative d'une organisation de l'opposition, elle a toutes les difficultés pour s'épanouir sur le plan politique. Parce que dans les principes démocratiques tels que imposés à nos pays, le plus fort, quand il arrive à mettre toutes les forces de son côté, l'opposition n'existe pratiquement plus. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Je me demande si les leaders des partis politiques de l'opposition étaient suffisamment préparés pour jouer, pour animer la vie politique et jouer leur rôle dans l'opposition avec la possibilité de conquérir le pouvoir. Ou à défaut, participer à la gestion du pouvoir. Et enfin, comme vous l'avez dit, compétir, gagner ou perdre, mais continuer à participer à la gestion du pays. C'est la question qu'on se pose. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, je vous donne le dernier exemple qui a fait le chou gras des plateformes. L'entrée de M. Goumado au gouvernement. C'était comme si c'était un scandale politique. Il a même été exclu de son parti politique. Exclu de son parti politique. Pourquoi? Parce qu'on considère que quand on n'est pas au pouvoir, c'est qu'on est ennemi. Le pouvoir devient quelque chose d'intouchable. Et là, il n'y a pas possibilité de collaboration entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Comment alors on apprend à gérer le pays? Comment on apprend à participer à la gestion du pays, et identifier les difficultés et harmoniser et actualiser ces stratégies politiques en vue d'une conquête éventuelle du pouvoir, qu'elle soit locale ou bien qu'elle soit nationale? Ça devient extrêmement difficile. Deuxième aspect, quand vous prenez les leaders de l'opposition et leurs partis politiques, quelle collaboration entre ces organisations? Pratiquement pas. C'est la guéguerre. On dirait des boutiquiers concurrents. Oui, chaque parti politique cherche à conquérir le pouvoir. C'est logique, c'est normal. Mais seuls, ils ne peuvent rien. Et quand ils ont été isolés, l'un après l'autre, ils sont tombés. Parce que la collaboration
la cohabitation ou du moins l'appartenance à une même organisation, à une même coalition politique n'a été que des jeux de malins. Personne n'était sincère dans leur engagement à aller ensemble. De sorte que lorsque l'objectif occasionnel d'une coalition, lorsque l'objectif est atteint ou pas, la coalition se disloque tout de suite. Ou des querelles internes commencent, chacun va, et même ils vont jusqu'à dénoncer les deals. Ils vont jusqu'à dénoncer les deals. Et à l'intérieur des partis politiques même, ce n'est pas non plus... Alors, on n'a pas beaucoup de temps sur le sujet, mais quand j'écoute vos analyses, ça veut dire qu'il s'impose aujourd'hui, du côté de l'opposition, un changement de paradigme? Absolument, un changement de paradigme, surtout reconnaître que la confrontation ne sert plus à rien et que la politique, en réalité, c'est une science. Quand vous dites que la confrontation ne sert plus à rien, c'est quoi? C'est que l'opinion n'est plus réceptive à cette confrontation à laquelle on l'avait habitué avant? Oui, l'opinion est usée. L'opinion est épuisée. L'opinion est désabusée. Peut-être les attributs ne sont pas aussi forts. Mais l'opinion publique n'arrive plus à suivre. Et cela a été remarqué lors des dernières élections où les gens se sont abstenus délibérément d'aller aux urnes. Et c'est un message fort qui est envoyé. Et donc, scientifiquement, il est important de préciser que la classe politique togolaise dans son ensemble devrait comprendre ces 3 temps. Il faut un temps pour la compétition électorale, ce qui doit durer moins de 12 mois. Il faut un temps pour un dialogue, pour voir comment amener tout le monde à contribuer à la gouvernance de la vie publique, qui peut être fait dans un temps plus ou moins restreint. Et il faut surtout un temps pour gouverner le pays dans la cohésion, et ça doit être le plus longtemps. Ça doit être plus de 90% du temps, à satisfaire les priorités des populations, à répondre à leurs exigences. Maintenant, il y a un mal, et nous ne pourrons pas l'éluder ici, c'est que le respect des tests et des engagements pose également problème au niveau du contexte togolais. C'est la source de la frustration. Il est donc important que nous comprenions que les tests de loi, de la Constitution jusqu'à tous les autres tests, lois et règlements, devraient être respectés. Que les dialogues ne devraient pas être des occasions de compromission des tests, mais des occasions pour compléter les tests dans leurs lacunes, dans leurs insuffisances, dans leurs manquements. Je donne un exemple. Le CPC qui dit on ne renouvelle pas la CENI avant l'organisation des élections sénatoriales. Je dis, mais c'est quel compromis ça? C'est une compromission. Puisque le mandat des membres de la CENI est caduc depuis 2022 d'ailleurs, ou 2023, depuis 2023. Donc ça fait déjà plus d'un an et demi que leur mandat était caduc. Alors, il faut respecter la loi en renouvelant le mandat, même si ce sont les mêmes entités qui sont présentes actuellement au sein de la CENI, qui devraient renouveler, procéder suivant les formes légales à leur renouvellement et passer à autre chose. Et donc, c'est ce type de dialogue, ce type de compromis, de consensus qui pourrait rassurer l'opinion publique que les choses se feront convenablement dans le respect de la loi et dans la protection de l'intérêt général et du bien-être de tous les Togolais. Malheureusement, nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission, pour la Mégaco. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Constant Lemou, merci. Merci, tout le plaisir a été pour moi de retrouver le plateau. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Jusque-là, portez-vous bien.